Je suis très heureuse d'accueillir Gérald Tenenbaum pour son roman L'affaire Pavelstein, et c'est aux éditions Cohen & Cohen. Gérald Tenenbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors je voudrais dire tout de suite à nos auditeurs que c'est un magnifique roman qui est aussi court que dense et tissé autour de mots qui me paraissent essentiels. Rien de trop, on va en parler bien sûr. C'est un livre aussi mystérieux et vous donnez pas les clés de l'énigme. Pas toutes, on verra. Quand même, oui. Quand même, oui. Mais ça reste un livre très mystérieux, en tout cas dans votre création. Alors j'ai envie de vous demander, Gérald, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous raconter l'histoire ? Alors c'est l'histoire d'une femme qui un soir, elle se met devant son ordinateur et elle décide de raconter les événements qui ont bouleversé sa vie 20 ans plus tôt au tournant du millénaire. Alors c'est vrai que le tournant du millénaire, c'était une période où il y avait la grande peur de l'an 2000, on attendait, c'est une période un peu magique. Ouais. Et elle se remémore sa rencontre avec ce cinéaste singulier, Pavelstein, donc qui a construit son œuvre sur l'idée de l'absence et du vide. Et elle était venue pour une projection privée. Elle est journaliste. Le film ne lui déplaît pas particulièrement, mais au moment où la lumière se rallume, elle est agacée par l'apparente suffisance du personnage, par les flatteries des journalistes. Elle lui lance une phrase étonnante qui l'étonne elle-même. Dit: si vous donnez un visage à l'absence, Monsieur Stein, est-ce que vous ne risquez pas d'en manquer? Alors là, manquer d'absence, c'est vrai que je pense que ici sur cette radio, les gens comprennent certainement ce que ça signifie. Surtout qu'elle s'appelle quand même Paula Goldman. Elle s'appelle Paula Goldman. Elle travaille sur un média juif, ce qui est très amusant, on va se reconnaître. Et que Pavelstein, bien sûr, est ô combien travaillé par la mémoire, par son histoire. Alors, ce que je voulais vous demander tout de suite, Gérald, c'est que vous vous êtes mis, parce que la narratrice est une femme à la place d'une femme. Oui. C'est drôle. Vous n'avez pas raconté l'histoire vue par Pavelstein, mais vue par la femme. Bien sûr. Pourquoi ? Et est-ce que c'était difficile pour vous de vous mettre à la place d'une femme ? On va pas dire trop comment ça commence, mais c'est très étrange le début. Oui. C'est sûr qu'elle dit des choses intimes. Je veux dire, c'est l'exercice aussi de la liberté de l'écrivain, de pouvoir être ce qu'on n'est pas dans la réalité, dans la vie. Ça m'a demandé un vrai travail d'épluchage, strate après strate, d'aller trouver ma part de féminité, donc qui était bien tapie au fond de moi, et j'ai fini par la trouver, mais ça a été un véritable travail. Mais comment vous avez travaillé ça en écoutant un petit peu les femmes autour de vous ? Non, je pense que j'ai été chercher en moi-même, mais pendant toute la période de l'écriture, quand on rencontrait des amis, quand j'avais l'impression d'être une femme. Je me sentais moi-même féminin. Quoi. Ouais. Voilà, enfin, on a tous d'ailleurs, on est tous un peu doubles. Bien sûr, je dirais, il y a une part de masculinité chez les femmes et une part de féminité chez les hommes. C'est vrai que c'est pas forcément facile à trouver, mais une fois que je l'ai trouvée, cette Paula Goldman, on s'est bien entendu, on s'est bien plu, voilà. Donc Paula Goldman, c'est quelque part Gérald Tenenbaum. Oui, certainement, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une femme un petit peu secrète aussi, qui a un passé autour du judaïsme, comme Pavelstein. C'est un peu un miroir, ces deux personnages. Oui, c'est un peu un miroir. D'ailleurs, Paula et Pavel, c'est le même prénom. Hein. C'est qui vient du latin polus, qui veut dire petit. Et on m'a fait. Waouh, c'est savant ça. Oui. Mais on m'a fait remarquer, une analyste littéraire m'a fait remarquer que Pavelstein, du coup, ça fait petite pierre. C'est la pierre qu'on dépose sur les tombes sur les tombes juives. Et c'est vrai que ce livre est traversé par plusieurs thèmes, mais en particulier par le thème de l'absence. Et ce Pavelstein, cette petite pierre, incarne lui-même finalement l'absence. Quoi. Je veux dire, il a construit une œuvre sur l'absence, mais il finit par l'incarner lui-même dans sa propre chair. Alors je trouve ça admirable de votre part, et je le dis, Gérald.
Gérald Tenenbaum avec toute la sincérité dont je peux être capable. Pas un instant, c'est un livre plein d'images d'Épinal ou facile. C'est-à-dire vous pourriez donner des exemples autour de l'absence de la Shoah, et pas un instant c'est ça. C'est vraiment extraordinairement d'une intelligence folle à croire que Pavel Stein, c'est vous finalement. Alors c'est moi aussi, alors forcément. Alors on va en parler parce que toutes les lectrices sont tombées amoureuses de lui, bien évidemment. Oui, alors c'est vrai que ce Pavel Stein, c'est un personnage. Est-ce qu'il vous a inspiré? Est-ce que vous avez pris quelqu'un au départ qui vous a inspiré? Pas particulièrement. Moi, je travaille Lanzmann, non? Un petit peu, bien sûr. On pense évidemment un peu à Lanzmann, mais moi, je travaille vraiment toujours dans l'imaginaire, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la littérature est très très ancrée sur le réel, et moi, je prends un peu le contre-pied. Alors ce Pavel Stein, c'est un personnage provocateur, c'est un personnage très prométhéen. Il a une espèce de force. Je veux dire, voilà. Et il à un moment donné, il dit voilà, il parle d'un western dans lequel quelqu'un qui avait été laissé dans le désert avait trouvé de l'eau là où il y en avait pas. Il dit lui il a trouvé de l'eau là où il y en avait pas. Moi j'ai trouvé du sens là où il y en avait pas. Il cherche du sens dans le génocide, dans ce qui est arrivé au peuple juif. Mais c'est un cinéaste que vous avez complètement inventé. Vous avez vu des films qui vous ont inspiré? Non, c'est complètement inventé. Disons si j'étais cinéaste, voilà, je serais certainement proche de lui. Mais au fond, Gérald, vous êtes très proche. On va rappeler que vous êtes un homme de chiffres. Vous êtes professeur, de nombre. Vous êtes professeur de ce qu'on appelle la mathématique pure. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, de théorie des nombres. De théorie des nombres. Voilà. Oui, donc finalement autour de ça, c'est aussi très abstrait, comme un peu l'univers de Pavel Stein. On a l'impression qu'il y a une abstraction quand même autour de lui. Bien sûr, il y a un appel de l'abstraction. Quand Pavel Stein va au Tibet pour se ressourcer dans un monastère, il est happé par l'abstraction. Il a besoin de cette abstraction pour vivre. Il y a un petit peu de la Kabbale, je veux dire, à la fois chez Paula, qui dit qu'elle est fascinée par les nombres, qu'elle compte tout, qu'elle compte les parapluies, les petits pois, etc. Et Stein, qui lui également cherche une cohérence dans les nombres, comme dans la Kabbale finalement. Je veux dire, les nombres servent à expliquer les lettres et les mots. Alors Pavel Stein, il est quand même très connu. Je voudrais juste lire quelques phrases. Oui. Stein, depuis presque une décennie, Pavel Stein, écrivain, cinéaste, homme de théâtre et de communication, était devenu le monsieur mémoire du monde médiatique et la bonne mauvaise conscience du monde occidental tout entier. Alors, c'est vrai, quand on lit ça, on se dit, waouh, c'est quelqu'un de très connu, qui fait parler de lui, qui a un sens dans le monde médiatique. Mais par contre, là où vous nous emmenez, eh bien, le lecteur ne s'y attend pas. Et vous êtes extraordinaire, Gérald, quand même, parce que on vous lit, on se dit, d'accord, ça va être un truc intello. Oui. Pas du tout. Non. Il va se passer une grande histoire d'amour. Entre Paula et Pavel. On part vers la Russie, là on est vers Dostoïevski, Tchekhov. C'est vrai que c'est très romantique. Il se passe une histoire très romantique. Je dirais, c'est vrai que il y a un décalage d'âge, mais bon, les deux personnages se complètent, se comprennent, bien qu'au départ, ça commence par un clash. Non, puis surtout, on a l'impression que lui sera insensible. On l'imagine pas trop comme séducteur, mais c'est pas un séducteur parce qu'en fait, il se passe quelque chose entre eux. Oui, il se passe quelque chose au moment d'une interview qui dure jusque tard dans la nuit. C'est classique, j'ai envie de dire. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Et du coup, sauf que là, c'est pas banal, c'est une vraie histoire d'amour et c'est incroyable, le récit continue sur le grand mystère, c'est qu'il va lui envoyer un billet d'avion avec tout un parcours, un itinéraire pour peu de temps. Oui. Et elle y va. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle est accro, quoi. Oui. C'est sûr que, il lui envoie ce billet d'avion avec simplement 2 mots. Paula, viens. Et je dirais, une injonction comme ça, elle ne peut pas résister et elle y va, elle part pour le Tibet. Mais d'ailleurs, vous avez l'art, finalement, des scènes d'amour, parce qu'il y a une grande scène, évidemment, d'amour, où tout est écrit, j'ai envie de dire, et rien.
C'est-à-dire que c'est pas facile d'écrire des scènes d'amour. Bien sûr, c'est très difficile. C'est très difficile. Bien sûr, où on sent qu'il se passe quelque chose et en même temps, il y a une sensualité qu'on sent naître entre ces deux êtres. Qui naît, qui affleure, qui se développe, je veux dire, au cours de la nuit. Voilà, et donc, elle va le rejoindre, et là, c'est un peu étrange. Tout à coup, on est au Tibet. Alors, ça, on s'y attend pas. On passe de la cinémathèque parisienne et brumeuse à un monde un monde de Tibétains. Et ça, c'est quoi, Gérald, cette partie-là? Eh bien, c'est vous qui aimez ça? C'est la partie de... Alors, bon, c'est l'un des thèmes qui est développé dans le livre, c'est le thème de la révolte. Et donc on parle avec les Chinois. Alors il y a la révolte de Masada, il y a la révolte du gâteau de Varsovie, il y a la révolte permanente de Paula face à ce que ce XXe siècle nous a apporté, et puis il y a la révolte passive des moines tibétains face à l'invasion chinoise. Et vous avez eu envie que ça soit là-bas? Oui, il aurait pu lui donner envie dans une rue du ghetto de Varsovie. Oui, bien sûr, mais il fallait que, enfin, dans l'économie du roman, pour moi, c'était important qu'il y ait un appel de loin. Et voilà. Et alors, dites-moi, ce Tibet, il va se passer des choses aussi. Bien sûr. On apprend que c'est pas si simple et qu'en fait, Pavel Stein, l'homme mystérieux, finalement, on sait pas trop. C'est vraiment, on sait pas trop d'où il vient. Enfin, on sait qu'il est russe, on sait qu'il a perdu sa famille, qu'il a été déporté. Voilà, il a été en Israël, et puis au moment où tout le monde a fait son alia, lui, il a fait la Yerida. La Yerida, exactement. Il est redescendu. Voilà. Et ça, c'est vous, non? Vous avez tenté d'aller en Israël? J'ai été en Israël. J'ai jamais, pensé émigrer en Israël, mais j'ai été en Israël, bien sûr. Donc, et là, on apprend que Pavel Stein est atteint d'un mal incurable. D'un mal mystérieux, peut-être pas tout à fait incurable, mais en tout cas, oui. Non, c'est pas tout à fait sûr. Mais vous laissez une grande liberté au lecteur, au fond. Oui, mais je pense que le lecteur doit apporter quelque chose. Enfin, disons, moi, je travaille l'écriture dans la connotation et justement dans l'espace, dans l'espace qu'on laisse au lecteur. Je pense que c'est très important d'ouvrir la porte et de donner de l'air au lecteur et de pas tout dire. Tout en faisant évidemment attention à suggérer beaucoup de choses. En tout cas, il disparaît comme dans les contes de fées. Il y a ce que Vladimir Propp appelait les adjuvants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des aides autour qui vont être là et pas là. Qui vont l'aider, pour semer les petits cailloux. Voilà, exactement. Voilà, il bénéficie d'une protection et puis et ensuite la fin est ouverte. Alors Pavel Stein va disparaître. Oui, il va disparaître. Oui. Mais pas complètement. Non, pas complètement, bien sûr. Oui. Ah. Et puis, on va pas tout révéler. Mais, on va pas tout révéler. Mais c'est sûr que, Paula Goldman, quand elle écrit, quand elle décide d'écrire ces événements au tournant du millénaire, elle l'écrit pour quelqu'un. Elle l'écrit pour quelqu'un. Voilà. Et ce quelqu'un, on saura qui est. On saura à la fin. Voilà. Mais non, on va pas le dire. Gérald Tenenbaum, je parlais au début de notre entretien de cette écriture très tissée, très pensée. Est-ce que ça vous a pris du temps? Est-ce que vous saviez déjà comment ça allait s'articuler, ce roman? Oui, en général, quand j'écris un roman... Vous êtes évidemment pas votre premier roman. Non, c'est le 10e. Ça se fait. Mais c'est vrai que je fais en général un plan extrêmement précis, disons un canevas, que je suis pas forcément, mais je sais où je suis par rapport au canevas. Mais en tout cas, il y a toujours, disons qu'il y a une structure qui est toujours assez précise dans l'écriture. Oui. Alors les deux personnages principaux sont juifs. Oui. Ils ont une histoire commune, évidemment, que vous amenez très subtilement, je dois dire. C'était important pour vous, ça? Ça vous permettait de vous raconter vous-même? Pas forcément de me raconter moi-même, mais j'avais envie de témoigner aussi. Enfin, je veux dire moi je vis dans un milieu juif et j'ai connu votre nom, c'est sûr. Oui. Tenenbaum, c'est tellement beau. On peut pas cacher. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toute une mémoire, une emprise de la mémoire que j'avais envie de partager. Alors Gérald, juste une dernière chose, je vois que votre éditeur est un nouvel éditeur.
éditeur, peut-être on dit quelques mots, Cohen et Cohen. C'est Cohen et Cohen. C'est pour moi un nouvel éditeur, mais c'est une maison qui existe déjà depuis de nombreuses années. Et ce sont des gens très enthousiastes et très sympathiques. Je suis ravi de travailler avec eux. Merci beaucoup Gérald Tenenbaum. Je rappelle le titre de votre roman, l'affaire Pavelstein, aux éditions Cohen et Cohen. À lire absolument. C'est pas très long, ça se dévore. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça dit des choses importantes, mais on le lâche pas. C'est vraiment presque, j'ai envie de dire, un thriller, quoi. À votre manière. Oui, d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. À très vite pour le prochain. Merci beaucoup.